Voilà un bref résumé en quelques minutes. Et à présent, j'appelle donc à venir au pupitre Géraldine Camilleri, qui est donc prix de recherche de la Fondation Louis Bonduel 2014 et qui va nous présenter justement alimentation intuitive et pleine conscience dans la cohorte Nutrinet Santé, les liens avec la consommation alimentaire, le statut pondéral. Bonjour à tous, donc ça va être un changement assez radical de sujet. Je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse sur l'alimentation intuitive et la pleine conscience et leur lien avec la consommation alimentaire et le statut pondéral en population générale. Donc cette thèse que j'ai soutenue en novembre 2015 a été réalisée au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle sous la supervision du professeur Serge Herzberg et du docteur Sandrine Pénaud. Donc pourquoi s'intéresser à l'obésité et la consommation alimentaire ? L'obésité, on le sait, c'est un enjeu, un problème majeur de santé publique dans le monde et en France. Et la situation nutritionnelle reste insatisfaisante. Par exemple, si on compare les consommations et les repères du programme national nutrition santé. Alors, il est assez bien admis que les aspects psychologiques influent sur le comportement alimentaire. Mais jusqu'à présent, la littérature s'est surtout focalisée sur des aspects dits négatifs. Donc, par exemple, la tendance à manger en réponse aux émotions négatives, donc c'est l'alimentation liée aux émotions. Les conséquences des régimes et donc de la restriction cognitive qui se développe. Et l'externalité, donc les signaux extérieurs. À l'inverse, des auteurs suggèrent qu'il existe des aspects positifs ou adaptatifs qui permettraient aux individus de maintenir un poids de forme sans conséquences physiologiques et psychologiques néfastes. Et ils ne peuvent pas se résumer à l'absence de ces comportements négatifs, mais ils reposent sur les forces individuelles des individus. Et parmi ces comportements, on trouve l'alimentation intuitive, qui est une alimentation motivée par les signaux de faim et de satiété, plutôt que dépendante des émotions et de la situation, mais ceci sans interdit et sans culpabilité. On peut aussi s'intéresser à l'alimentation consciente, qui peut être définie par la prise de conscience des sensations corporelles et des émotions en lien avec l'alimentation, sans que celle-ci ne soit jugée comme néfaste. Ou plus largement, on peut s'intéresser à la pleine conscience, qui est la conscience qui émerge du fait de porter son attention dans le moment présent, volontairement et sans jugement de valeur. Donc, ma thèse a porté en particulier sur l'alimentation intuitive et la pleine conscience. Nous avons utilisé les données de l'étude de Nutrinet Santé, qui est une large étude de cohorte prospective d'observation, qui est basée sur Internet et qui a débuté en 2009 sur une très large population d'adultes et qui étudie les liens entre la nutrition et la santé et les déterminants des comportements. Pour cela, on recueille de très nombreuses données. Donc, notamment, chaque année, les participants remplissent 3 enregistrements de 24 heures et depuis peu 6, des données de poids et de taille, d'activité physique, des données sociodémographiques et économiques. Et en plus, chaque mois, on a des questionnaires qui sont sur des thématiques spécifiques. Donc, dans les études que je vais vous présenter, donc, on y avait des échantillons qui allaient de 42 000 à 64 000 individus environ. Donc, pour s'intéresser au surpoids et à l'obésité et à la consommation, on a pris en particulier les données de poids et de taille pour calculer l'IMC et catégoriser les gens en surpoids et en obésité. Et on a considéré les gens qui avaient au moins 6 enregistrements de 24 heures pour avoir une idée de leur consommation habituelle. Donc, les associations ont été modélisées par des modèles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de noter, c'est d'une part que ces associations ont été modélisées par des modèles qui ont été ajustés sur de nombreux facteurs sociodémographiques, activité physique, économique, etc. Les analyses ont été faites chez les hommes et chez les femmes séparément quand il y avait une interaction. Et ce sont des associations en transversale, c'est-à-dire à un instant T. Donc on ne peut pas faire d'inférence de causalité.
Je vais commencer par l'alimentation intuitive. Donc, la littérature sur ce sujet est très limitée. Il y a eu des études qui ont montré plutôt un maintien de poids plutôt qu'une perte de poids dans des études interventionnelles et des études en observation qui montraient une association inverse négative avec l'IMC. Mais globalement, ces études ont été réalisées dans des échantillons de population homogènes et très spécifiques. Donc, il y a un réel manque dans la littérature sur l'approche épidémiologique de ce concept avec des échantillons plus diversifiés de population. Pour étudier ce concept, il faut avoir une mesure d'alimentation intuitive. Donc, il n'existait pas de mesure validée en français. Donc, une première étape, ça a été d'adapter un questionnaire existant en anglais à la langue française. Et donc, la validation que nous avons effectuée a abouti à un questionnaire à 3 dimensions. La première dimension, manger pour des raisons physiques plutôt qu'émotionnelles, qu'on appellera raisons physiques dans cette présentation. Donc, par exemple, je trouve d'autres façons de gérer le stress et l'anxiété qu'en mangeant. La deuxième dimension, recourir à ces signaux de faim et de satiété. Donc, je fais confiance à mon corps pour qu'il me dise quand manger. Et la permission inconditionnelle de manger. Donc, je ne suis pas de règles alimentaires ou régimes qui me disent quoi, quand et où, en quelle quantité manger. Donc, ces items, il y en a 18 dans le questionnaire validé en français, qui sont notés sur une échelle de Likert à 5 points, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Avec cette mesure, on a pu étudier les associations avec la consommation alimentaire dans un premier temps. Donc, vous avez ici, en fait, le score d'alimentation intuitive a été catégorisé en 4 quartiles. Donc, vous avez ici les différences relatives de consommation entre le quartile 1 et le quartile 4. Donc, comme on a des très gros échantillons, on a la plupart des associations qui sont significatives. Donc là, je vais discuter les associations qui sont supérieures à 5% ou inférieures à moins 5%, à part pour l'apport énergétique où il est plus facile de raisonner en valeur absolue et de quantifier l'augmentation d'apport calorique en lien avec la santé. Donc, pour la première dimension, raison physique, les femmes avaient des apports, avec des scores plus élevés de raison physique, avaient des apports énergétiques plus faibles. Les hommes et les femmes avaient des apports en produits gras et sucrés plus faibles. Et les femmes spécifiquement avaient des apports plus faibles de viande, poisson, œufs et de produits laitiers et étaient plus souvent consommatrices de fruits secs et oléagineux. Pour la deuxième dimension, signaux de faim et de satiété, à nouveau, les femmes avec des scores plus élevés avaient des apports énergétiques plus faibles. Les hommes et les femmes avec des scores plus élevés mangeaient moins de produits laitiers et moins de viande, poisson, œufs. Et les femmes spécifiquement étaient plus souvent consommatrices de fruits secs et oléagineux et de féculents complets, dont les légumineuses. La dernière dimension, permission inconditionnelle. Donc là, c'est des résultats complètement différents. Les hommes et les femmes avaient des apports énergétiques plus élevés et globalement une alimentation moins saine, avec une consommation moindre de fruits et légumes et de féculents complets, et une consommation plus importante de produits gras et sucrés, fast-food, pizza, tarte, et produits apéritifs. En ce qui concerne les associations avec le poids, ici vous avez les résultats donc, pour les femmes. Et donc on a observé que les femmes qui avaient un score global d'alimentation intuitive plus élevé avaient moins de chances d'être en surpoids et encore moins de chances d'être obèses. Et ces associations sont vraiment très fortes, avec des odds ratios de 0,09 par exemple. On retrouve cette association pour toutes les dimensions et elle était la plus forte pour la dimension raison physique. Donc là, c'était pour les femmes. Pour les hommes, je ne vous l'ai pas remis, c'est le même schéma d'association, mais les associations sont moins fortes. Donc pour résumer, on a vu que les personnes qui ont des scores plus élevés aux raisons physiques, donc les femmes ont des apports énergétiques plus faibles, et les hommes et les femmes consomment moins d'aliments gras et sucrés. Donc c'est cohérent avec notre association négative avec le poids. Pour les signaux de faim et de satiété, à noter une consommation moindre chez les hommes et les femmes de viande et produits laitiers, qui semble par contre être remplacée par les féculents complets et les fruits secs et oléagineux chez les femmes. Donc là encore, c'est avec des apports énergétiques plus faibles chez les femmes, donc en accord avec notre association avec le poids. Pour la dernière dimension, permission inconditionnelle,
on a mis en évidence une association négative avec le poids, et pourtant, les personnes qui ont des scores plus élevés ont des apports énergétiques plus élevés et une alimentation moins saine. Donc c'est contraire à l'hypothèse de base de l'alimentation intuitive, qui est de dire que si on se donne cette permission, on a moins de chances de perdre de contrôle et d'être plus réactif aux signaux extérieurs. Donc on devrait soit manger moins de ces aliments, ou d'autant plus, pas plus en tout cas, égal. Mais donc c'est vrai que dans la littérature, donc c'est l'inverse finalement un peu de la restriction cognitive, on se donne la permission. Et dans la littérature, on a montré que certaines études ont montré que la restriction cognitive était associée à une consommation d'aliments plus sains ou des apports énergétiques plus faibles. Donc effectivement, ça irait avec ce résultat. Mais ici, on a quand même cette incohérence entre l'association avec la consommation et l'association avec le poids. Donc comment on peut l'expliquer ? Alors ça pourrait être la causalité inverse. Les personnes qui ont des scores plus élevés, qui ont des problèmes de poids, qui n'ont pas de problème de poids plutôt, ne vont pas finalement faire spécialement attention à ce qu'ils mangent, et donc ont des scores plus élevés de permission inconditionnelle. Ou alors peut-être que ça veut dire qu'on a besoin d'un certain niveau de contrôle pour manger sainement. Et enfin, ça pourrait aussi être bien sûr des limites méthodologiques. Les effets négatifs de la restriction sont plus souvent attribués au cycle de restriction des inhibitions. Peut-être qu'avec nos méthodes de mesure de l'alimentation, on n'arrive pas à capter justement ces cycles. Maintenant, je vais vous parler du deuxième aspect psychologique, la pleine conscience. Donc, je vous ai dit, je vous l'ai pas défini tout à l'heure. Donc, la pleine conscience, c'est la conscience qui... Si, je vous l'ai défini tout à l'heure. Donc, en fait, c'est une disposition d'attention particulière. Donc, je vous rappelle, volontairement, dans le moment présent et sans jugement de valeur. Et donc, elle va s'exprimer plus ou moins chez les individus au quotidien. Mais elle peut aussi être développée par spécifiquement la pratique de la pleine conscience et plus largement par des techniques qu'on appelle en anglais les mind-body practices. Donc, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais là, pour la présentation, on va les appeler les techniques psychophysiques parce qu'elles mettent le lien entre les pensées, les émotions et le corps physique. Donc, on trouve par exemple la méditation, le yoga, tai chi, qigong, sophrologie. La littérature sur le sujet est très très limitée, que ce soit en observation ou en intervention. Les études montrent des effets modestes ou divergents et ont pour la plupart de grosses limites méthodologiques qui remettent même parfois en question la validité des résultats. Donc on peut dire qu'il n'y avait aucune étude rigoureuse examinant le lien entre pleine conscience et poids en population. Et pour les techniques psychophysiques, il y en avait une aux États-Unis, mais qui s'intéressait uniquement au yoga. Dans notre étude, la pleine conscience a été mesurée par le Five Facets Mindfulness Questionnaire, qui a été validé dans différentes populations, et donc qui est souvent utilisé pour mesurer les niveaux individuels de pleine conscience au quotidien. Donc il y a 5 dimensions. Je vous ai mis un exemple pour chaque. Et donc la première dimension d'observation, c'est observer les sensations corporelles, les émotions et ce qui nous entoure. La description, c'est la capacité à exprimer avec des mots nos émotions. Quand j'agis en pleine conscience, je suis pleinement dans l'action présente. Je ne la fais pas de façon mécanique ou absente. Le non-jugement, c'est ne pas juger et accepter ses pensées et ses émotions. Et quand je suis non réactif, je laisse venir et repartir mes pensées et mes émotions sans me laisser submerger par elles. Donc vous avez ici les résultats donc pour les femmes du lien entre pleine conscience et surpoids et obésité. Et donc les femmes qui ont des scores plus élevés de pleine conscience ont moins de chances d'être en surpoids et encore moins de chances d'être obèses. On retrouve cette association pour toutes les dimensions et en particulier pour l'association observation. Chez les hommes, c'est différent. On observe l'association pour la pleine conscience en globalité uniquement pour l'obésité. Et seules les dimensions observation et non-réactivité étaient inversement associées au surpoids et à l'obésité. Donc, le dernier aspect de cette présentation, je vais vous parler de la pratique de pleine conscience. Et donc ici, je vous ai mis ces résultats qui sont intéressants parce qu'il y a très peu de données en France sur la pratique de ces techniques. Donc, dans l'étude Nutrinet Santé, il y avait 27% des individus qui avaient déjà pratiqué des techniques psychophysiques et 14% le faisaient actuellement.
Et donc c'était majoritairement une pratique de la méditation. Puis ensuite on avait le yoga, la sophrologie, Qigong, Tai Chi et les autres. Donc ici vous avez les résultats. Et donc on peut voir que les personnes qui pratiquent ce type de technique ont moins de chances d'être en surpoids et obèses, et on a une relation relativement linéaire. Les personnes qui pratiquent régulièrement ont moins de chances que celles qui ne pratiquent jamais, et donc c'est beaucoup plus fort que les personnes qui pratiquent occasionnellement ou dans le passé. On a aussi ajusté les modèles sur la qualité de l'alimentation et les apports énergétiques pour voir si ce n'était pas uniquement dû au fait que finalement ces individus ils ont un profil alimentaire plus sain globalement. Et donc non, on retrouve encore ces associations. Donc pour résumer, là ce sont les premières données qui montrent un lien entre pleine conscience et statut pondéral en population d'hommes et de femmes générales. Donc chez les femmes, on a montré que la pleine conscience et toutes les dimensions étaient inversement associées au statut pondéral. Chez les hommes, on a juste les dimensions observation et non-réactivité. Pour l'alimentation intuitive, en global, et toutes les dimensions étaient inversement associées au statut pondéral. Et donc pour la consommation, on a cette question qui se pose, pourquoi les personnes qui ont des scores plus élevés de permission inconditionnelle ont moins de chances d'être en surpoids ou obèses, mais ont des apports énergétiques plus élevés et une alimentation moins saine. Donc voilà, des questions en suspens. Donc pour remettre un peu ces travaux dans le contexte, ils montrent l'intérêt d'un renversement de paradigme et de s'intéresser à l'approche positive et pas seulement des comportements à risque dans le comportement alimentaire. Et quelques réflexions d'implication plus largement. Donc en prévention primaire, on pourrait imaginer un enrichissement des messages nutritionnels avec de pair avec les recommandations nutritionnelles, encourager les individus à écouter leurs signaux de faim et de satiété ou de porter une attention particulière à l'alimentation. J'ai pris des exemples ici de recos autres que les recos françaises. Par exemple, dans les recommandations japonaises, on peut noter « Ayez des repas délicieux et sains qui sont bons pour votre esprit et votre corps » ou des recommandations allemandes « Prenez votre temps ». Faites une pause pendant que vous mangez et ne mangez pas en coup de vent. Allouez plein de temps pour manger. Cela encourage votre sensation de rassasiement. Et en prévention secondaire, l'alimentation intuitive et la pleine conscience tentent de promouvoir une relation plus sereine avec l'alimentation et une réappropriation et une autonomisation de notre comportement alimentaire, ce qui bien sûr est compliqué dans l'environnement actuel. Et pour finir, l'importance aussi du lien entre le mental et le physique pour avoir cet état complet de bien-être physique, mental et social qui est donc la définition de la santé. Donc, je voulais remercier la Fondation Louis Bonduel pour leur prix de recherche et pour l'organisation de ces rencontres chaque année qui nous accueillent. Le professeur Serge Herzberg, mon directeur de thèse, et mon encadrante, le docteur Sandrine Pénaud et toute l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Les nutrinautes, sans qui, bien sûr, on ne pourrait pas faire toutes ces études. Merci à vous pour votre attention et n'hésitez pas à aller consulter aussi le site de l'étude Nutrinet Santé. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Géraldine Camilleri. Donc, c'est intéressant, bien sûr, de voir ce qui se passe après la remise d'un prix de la Fondation Louis Bonduel. Et juste peut-être une petite question, sauf s'il y en a dans la salle, mais les étapes suivantes, pourrait-on se poser, puisque vous continuez, votre chemin aussi. Donc, est-ce qu'il y a des autres projets pour suivre votre étude? Alors, les prochaines étapes, ce serait finalement de confirmer et d'aller plus loin dans ces associations en prospective, c'est-à-dire de regarder dans le temps si c'est bien donc l'alimentation intuitive et la pleine conscience qui protègent finalement du surpoids et de l'obésité. Enfin voilà, de pouvoir enfin faire ces inférences de causalité. Et
dans le laboratoire, mon encadrante de thèse, le docteur Sandrine Pénaud, continue de travailler, donc à ce désir de continuer de travailler sur les approches positives en général du comportement alimentaire. Merci beaucoup en tout cas. Pas de questions? Non. Merci beaucoup.